L'amour, la vie, parlons-en en direct ou alors sur notre site rci.fr. Alors nous nous demandons si le sexe est si important que cela dans nos vies et nous recevons effectivement de nombreux messages concernant les troubles du désir sexuel, d'où la question posée ce soir, comment surmonter les problèmes justement dans le désir sexuel. Alors nos invités nous diront ce qu'est le désir sexuel, ce mécanisme capricieux censé nous mettre en appétit. Nous verrons ce que recouvrent les troubles du désir sexuel et quels sont les moyens de retrouver le désir. Alors nous avons les psychologues et ainsi que Stéphane Hélène aussi qui est coach. Oui, Académie du bien-être. Voilà. Absolument. Et donc, et Marina Blum, qui attendent vos questions par courriel ou sur notre page Facebook au standard de RCI au 05 90 96 27 27. Est-ce que ça t'est déjà arrivé auparavant? De temps en temps. Ah. J'ignorais que ça m'arriverait avec toi. Dans le fond, c'est pas si grave. Oui, parfois je n'arrive pas à avoir de rapport sexuel. Ah. Oui, j'arrive à hisser la grand voile, mais je n'arrive pas à entrer au port. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, une chose. Laquelle? Tu peux m'épouser. Et le sexe n'est pas ce qui compte le plus pour nous, il y a autre chose. Tu sais, chérie, c'est ce que j'aime en toi. Ce n'est pas uniquement une question de sexe. Alors pour nous aider à mieux comprendre ce que c'est les troubles du désir sexuel et trouver les moyens de les surmonter, nous avons donc deux spécialistes ce soir pour y voir plus clair. Bonsoir Stéphane Hélène. Bonsoir Véronique. Vous êtes donc psychologue, clinicien et docteur en philosophie, c'est cela? Absolument. Et coach à l'Académie du bien-être. Absolument, c'est ça. Voilà, et nous avons, bonsoir Marina Blum, vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute et coach à l'Académie de bien-être. Bonsoir Véronique. Voilà. Alors pour bien comprendre le sujet de ce jour, comment surmonter les troubles du désir sexuel, qu'est-ce que le désir sexuel finalement? Qu'est-ce que c'est ce mécanisme si complexe? Oui, c'est une grande question. Mais j'ai envie de commencer par dire que nous sommes des machines désirantes. Je veux dire, on est fait de désir. Ouais. Et la sexualité, ça s'arrête pas simplement à la sexualité génitale. C'est un peu plus complexe que ça. C'est des choses qui nous excèdent, c'est-à-dire qui excèdent des choses conscientes. Ça veut dire que il y a des pulsions, par exemple, il y a des énergies. Et toutes ces énergies sont des énergies, nous dirait, je suis psychologue, pardon de citer Freud, mais Freud nous dit que ces énergies sont des énergies sexuelles. Ouais. Et c'est des énergies qui sont vitales pour l'homme, au sens générique du terme, c'est-à-dire pour la femme, pour l'homme, et ce sont des énergies qui nous constituent. Et donc ce désir sexuel, c'est de la vie. Ce sont des pulsions qui nous animent. Parfois, ce sont des pulsions on comprend pas parce que on se dit tiens, j'ai un fantasme, j'ai un désir comme ça, j'ose même pas le dire, j'ose même pas le partager tellement j'en ai un peu, je ne sais pas, je suis gêné de le dire parce que ça se dit pas, c'est tabou, etc. Et donc il y a une instance dans notre appareil psychique qui s'appelle le surmoi et qui nous dit non, on ne doit pas dire ça, il y a des rappels à l'ordre, il faut pas choquer les gens, il y a des interdits. Mais ces désirs sexuels, cette énergie, c'est surtout animé par une autre instance, qui s'appelle le ça, qui est un réservoir de pulsions, pulsionnel, de désir sexuel, qui donne cet appétit, cette libido. Et tout ça, c'est à la fois conscient et surtout inconscient, je veux dire. D'accord. Et dans un point de vue, d'une certaine façon, est-ce que le désir sexuel est un signe d'excitation? Absolument, ça rentre en ligne de compte. C'est un signe, bien sûr, d'excitation, mais je dirais à la vie, quoi. Le désir sexuel, c'est de la vie d'abord. C'est persévérer dans son être, comme dit Spinoza, un philosophe. C'est vraiment persévérer dans son être. C'est l'instinct de vie. C'est rester en vie. Et le désir de donner la vie aussi. Ouais. Donc le désir sexuel, c'est à la fois cet instinct de vie, c'est cette capacité, cette énergie pour persévérer dans son être, mais aussi
Voilà, obtenir et donner du plaisir aussi. C'est aussi de l'excitation, c'est aussi le plaisir de vivre. Il y a un caractère vraiment hédoniste et qui touche à quelque chose qui est de l'ordre du bonheur. D'accord. Et Marina, vous avez... En fait, quand on a des troubles psychiatriques, par exemple, comme quand on a des états dépressifs, première chose qu'on voit chez les patients, bien sûr, c'est la tristesse, mais deuxième symptôme, c'est perte de plaisir. Donc, par exemple, absence de désir, absence de plaisir, que plaisir gourmand, que plaisir sexuel, c'est vraiment deux signes majeurs d'état dépressif chez un patient. Donc, quelqu'un qui est déprimé ne peut pas avoir le même plaisir pour le rapport sexuel que quelqu'un qui est en bonne santé. Et on va de choses tout contraires, en état maniaque, on appelle ça état maniaque, on est vraiment très excité, on est euphorique, on parle beaucoup, on a fui des idées, on est très excité sexuellement, on fait l'amour plusieurs fois par jour, on a toujours envie, on mange peu, on dort peu, etc. Donc en fait, tout contraire. Et par contre, on va aussi vraiment de hypersexualité dans les états amoureux. Quand on est amoureux, on a envie de l'amour. En fait, on a envie de faire l'amour 3 fois par jour, tous les jours. Et on a l'impression qu'on n'est jamais satisfait, jamais comblé. On a envie encore et encore. Ouais. Mais là, il y a aussi cette idée de désir sexuel, c'est-à-dire, on peut l'appeler aussi la libido. Souvent, la baisse de libido, c'est quoi en fait la libido? C'est généralement Mais la libido, c'est l'appétit sexuel. C'est carrément un appétit. C'est avoir envie, par exemple, de manger, c'est de l'appétit. Et ben là, c'est de l'appétit par rapport à la sexualité, quoi. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va me pousser à vouloir, à désirer l'autre. C'est vraiment cette capacité à vivre. Je parlais de vie tout à l'heure, mais cette capacité justement à donner du désir, à prendre du plaisir et à persévérer dans son être, dans son existence, quoi, et se maintenir en vie. Et donc la libido, c'est vraiment une énergie vitale, si vous voulez. D'accord. Est-ce que les mécanismes sexuels sont les mêmes chez l'homme comme chez la femme? Non, ils sont différents, tu vois. Déjà, on va peut-être faire appel des biologies, parce que la question éternelle chez les scientifiques, est-ce que, par exemple, on a désir, donc plaisir, recherche de plaisir sexuel pour se reproduire, pour faire des bébés, et c'est notre programme génétique, faire perpétuer nos gènes, devenir quelque part éternel? Ou est-ce que, parce qu'on a ce désir-là, on tombe amoureux et on a des sentiments, etc. Donc en fait, les scientifiques étudient ces phénomènes dans la psychologie expérimentale. Alors comment on fait ça? Bon, on va aller observer les animaux. Donc par exemple, on va observer les singes, bonobos. C'est les singes qui sont vraiment le plus proches au niveau modèle comportemental par rapport au comportement humain. Et qu'est-ce qu'on trouve chez les animaux? Chez les singes, toutes les pratiques sexuelles existent. Par exemple, fellation chez les singes, ça existe. Faire amour à 3, ça existe. Homosexualité aussi. Homosexualité, ça existe. La sodomie, ça existe. Et donc, en fait, la question dans ce cas-là se pose. Donc, on pratique du sexe, on pratique la vie sexuelle, pas que pour se reproduire, parce que pour se reproduire, on n'a pas besoin de fellation ou sodomie. Donc, ça veut dire que c'est aussi recherche de plaisir. Donc vraiment, recherche de désir, etc. Et deuxième fonction aussi du sexe, c'est régler les conflits sociaux. Donc en fait, il y a une fonction sociale. Par exemple, chez les singes, on a remarqué que quand un mâle très agressif, très dominant, qui mord d'autres singes, qu'est-ce qui se passe? Surtout, il s'attaque au bébé singe. Une des femelles qui se détache du groupe et qui se propose pour rapport sexuel, qui dure de manière très très courte. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Suite à la fin, le mâle est beaucoup plus apaisé, détendu, plus calme. Et donc en fait, c'est aussi moyen de régler les conflits dans le groupe des singes. Donc voilà, ça, il ne faut pas aussi oublier que la sexualité, c'est aussi une fonction sociale. Absolument, je veux rebondir sur ce que tu dis, mais absolument, il y a une fonction vraiment sociale et politique, je veux dire, à travers la sexualité, au sens où justement ça règle des conflits. Et cette énergie qu'on appelle la libido, cette énergie sexuelle, parfois quand elle est trop forte dans une société, je fais référence toujours un peu au père de la psychologie, à Freud, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Malaise dans la civilisation, et dans Malaise dans la culture, il dit que
quand cette énergie sexuelle est trop forte dans la société, eh ben on a un phénomène de sublimation. C'est-à-dire que les individus arrivent à justement concentrer cette énergie sur des choses qui ne sont pas forcément sexuelles. Exemple très concret, je prends un artiste quand il s'adonne à son œuvre, il peint par exemple, un plasticien il peint, il se donne complètement à sa pratique. Et ben c'est de l'ordre de la sexualité, c'est une énergie sexuelle. C'est-à-dire il détourne cette énergie sexuelle vers des choses socialement admises et qui n'ont pas en apparence comme ça un caractère sexuel qui touche à la sexualité. Donc voilà, c'est dans la société justement et je pense, je peux donner un autre exemple avec Wilhelm Reich, qui est un psychologue de l'après-guerre, et qui disait que s'il y a des conflits armés, justement s'il y a trop de guerres, et c'est peut-être parce que dans la société il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de sexualité, et les gens qui ont tendance à entrer en guerre, prendre des décisions comme ça, qui sont des vats en guerre, et ben c'est peut-être qu'ils ont justement pas réussi à se défouler de manière sous le plan de la sexualité, ou sont frustrés, et donc il manque justement d'espace ou de champ pour pouvoir se défouler et détourner justement cette sexualité vers des choses moins violentes. Donc voilà, et s'ils avaient cette possibilité d'avoir des espaces pour justement canaliser leur sexualité, on serait beaucoup plus tranquille et il y aurait beaucoup plus d'état en paix. Donc c'est la position de Wilhelm Reich. C'est vraiment pour vous dire que la sexualité, il y a un rapport à la fois social et politique. D'accord. Pour en revenir sur le sujet du trouble sexuel, il y a tout de même chez la femme, il paraît que donc ils disent que plus de femmes se plaignent du trouble sexuel, contrairement à l'homme. C'est-à-dire que les femmes ont tendance à être celles qui se plaindraient le plus par rapport aux troubles sexuels. Les troubles sexuels peuvent être un accouchement, peuvent être une insatisfaction, peuvent être différentes choses. Est-ce que vous pourriez me dire un peu plus ? Je crois que la sexualité féminine est différente de celle de l'homme. C'est-à-dire que dans le couple, hein. Oui, surtout dans le couple. C'est-à-dire que en fait, entre guillemets, je ferais même dire qu'on n'est pas parfois sur la même longueur d'onde d'un point de vue physiologique. Je crois que la femme, il y a beaucoup plus d'hormones qui rentrent en ligne de compte, et c'est beaucoup plus pas chaotique, mais c'est beaucoup plus différent. Il y a des moments où elle aura envie, comme on dit, elle aura une libido conséquente, et il y a d'autres moments la libido sera beaucoup plus faible, l'appétit sexuel sera beaucoup plus faible. Tandis que l'homme, je crois que chez l'homme, avec la testostérone, ou par exemple une substance physiologique sexuelle, c'est beaucoup plus linéaire, je veux dire. C'est beaucoup plus linéaire, il y a moins de haut, de bas, et c'est beaucoup plus constant. Donc ce qui fait qu'il y a un décalage justement, et l'homme peut-être il aura toujours envie plus souvent, et la femme dans certains moments, par rapport à toute cette physiologie qui est beaucoup plus changeante, elle sera moins à même à vouloir tout le temps comme l'homme. Donc c'est deux choses quand même. Il y a un décalage, c'est deux choses vraiment différentes chez la femme et chez l'homme. Et de même par rapport, je prends l'orgasme par exemple. L'homme il rentre plus vite, il est beaucoup plus engagé dans la sexualité, beaucoup plus vite dans le temps. Il y a des études qui ont été menées là-dessus. C'est-à-dire que il est très très vite excité par rapport à la femme, qui lui faut un peu plus de temps pour rentrer en excitation. On appelle ça des plateaux, quoi. Et tout simplement, et l'homme peut-être arrive à éjaculation beaucoup plus vite que la femme. La femme, il lui faut un peu plus de temps pour rentrer. Donc c'est un temps qui doit être peut-être accordé, et si on n'est pas pas obligé d'être au courant de ces choses-là, mais je vous dis, la sexualité féminine est quand même différente de celle de l'homme. Et ça explique peut-être certaines choses, quoi. Donc, si vous avez donc des troubles sexuels, si vous avez des choses à nous dire concernant les troubles du désir sexuel, nous attendons toutes vos questions par courriel ou au standard au 05 90 96 27 27. Alors là, nous avons justement, j'ai encore une autre question, c'est que
dans le rapport, dans le rapport sexuel, souvent, je dis bien, hein, les femmes se plaignent de rapports donc insatisfaisants. Hein. Quand elles parlent d'insatisfaction, souvent c'est par un ennui. Il y a une baisse de libido qui ne se fait pas simplement d'un point de vue. Il y a le point de vue psychologique et il y a le point de vue, physique. Est-ce que vous pourriez me dire, c'est-à-dire le côté psychologique, c'est-à-dire que la femme, par exemple, les hommes ne ressentent pas le désir de la femme. S'ils ne ressentent pas le désir de la femme, c'est qu'ils ne se sentent pas aimés. Mais la femme, si on ne lui parle pas, si la femme n'a pas de parole, elle, par contre, n'a pas envie. Donc il y a aussi cette problématique aussi de la femme et de l'homme dans la façon de ressentir. Qu'est-ce que vous en pensez, Marina? Oui, ça vient aussi de l'enfance. Souvent, les mères nous disent que les hommes, c'est la seule chose qui les intéresse, c'est que le sexe. Dès qu'ils sont obtenus, ils vont te jeter. Dès que tu donnes tout ce qu'ils demandent, il va partir voir ailleurs, etc. Donc, il y a aussi beaucoup de fausses croyances et de jugements qui viennent de l'enfance, qui handicapent la sexualité. Aussi, tous ces morales religieuses trop rigides qui disent que le sexe c'est sale, le sexe c'est mal. Donc souvent on raconte aussi des femmes, des épouses qui ont 3 enfants, qui n'ont jamais connu un orgasme, qui savent pas mais qu'est-ce que c'est, parce que c'est toujours associé à quelque chose qui est pas bon, qui est sale. Donc il faut pas qu'elle montre trop de désir. C'est toujours le mari qui doit être demandeur des rapports. Sauf qu'après quand on raconte les maris, ils sont très vexés, très blessés, parce que la seule chose qui les excite, c'est voir le désir dans les yeux de leur femme. Désir, oui. Et pourquoi ils vont aller voir ailleurs? Parce que justement, peut-être ailleurs, il aura une tendresse, l'affection, il aura ce désir-là, qui admiration qui manque à la maison. Donc beaucoup de choses qui viennent de l'enfance. D'accord. Et après aussi, j'ai vu beaucoup dans les coachings de couple que je vois en consultation, les femmes, dès qu'on est vexé, on paye. En fait, on se venge sur le sexe. Et je dis toujours aux femmes que c'est très dangereux parce que le désir est très fragile chez un homme et c'est très très difficile à restaurer les pareils désirs chez un homme. Pour les femmes, faire l'amour, pour nous, c'est facile. On est réceptive. Donc même si on n'est pas trop envie, ça ne nous empêche pas d'avoir un rapport sexuel. Pour les hommes, s'ils souhaitent avoir un rapport sexuel, il faut avoir une action de bonne qualité, il faut que ça dure, pour pouvoir pénétrer une femme, pour durer, pour le faire jouir, etc. Donc le désir chez un homme, c'est quelque chose qui est très très fragile. Et moi, je trouve qu'en consultation ou en coaching, pour moi, c'est beaucoup plus difficile de faire revenir un désir chez un homme que chez une femme. Avec Stéphane Hélène, psychologue clinicien, et Marina Blum, médecin psychiatre, psychothérapeute et coach à l'Académie de bien-être. Alors, comment surmonter les désirs, les troubles du désir sexuel? Et qu'est-ce qu'on retrouve généralement dans tous ces problèmes justement de désir, de troubles du désir sexuel? Si on pouvait revenir dessus, en fait, pour toutes les personnes qui viennent de nous écouter, quels sont les troubles généraux que nous trouvons justement dans les troubles du désir sexuel? Donc, bien sûr, baisse de désir, absence totale de désir, mais aussi ça peut être désir excessif, hein, ça existe aussi, désir excessif. En fait, la vie sexuelle, on appelle ça hyperactivité sexuelle, donc vraiment même des idées obsédantes, on a envie de faire l'amour tout le temps, on a envie de masturber tout le temps. Donc on reçoit aussi des clients comme ça qui masturbent tout le temps, plusieurs fois par jour, dans la toilette, au travail, à la maison. La femme les attrape avec les revues porno, devant les sites porno. Donc ça aussi, ça peut exister. Ça peut être vécu comme une souffrance pour la femme en général Oui, mais il faut expliquer parce que pourquoi ça devient... Est-ce qu'elle n'a pas une pathologie organique ou cérébrale? Est-ce qu'elle n'a pas de pathologie hormonale? Donc il faut écarter tout ce qui est déjà d'ordre médical. Et après, effectivement, voir quels sont rapports affectifs, émotionnels, sentimentaux dans ces couples. Qu'est-ce qui est perturbé, qu'est-ce qu'on peut réparer. Parce que d'habitude, dans le couple, vous savez, même des rapports, je donne souvent l'exemple sado-maso. Tant qu'un qui est sado et d'autres maso et ça fonctionne très bien, on se mêle pas, ils ne demandent pas à les réparer. C'est un qui est sado raconte d'autres sado, ils sont pas contents. Voilà. Donc en fait, dès que 2 troubles se racontent, mais se comble, se satisfait, on se mêle pas, on répare juste tout ce qui est cassé en fait. D'accord. Et en fait, j'ai aussi une question qui est de... Alors, je le répète, hein, la panne sexuelle, c'est quoi, effectivement? C'est quoi? Généralement, c'est quoi? C'est la peur de la performance, généralement? Alors, oui. Enfin, bon, je veux dire, il y a... là, tu parlais tout à l'heure de... Je veux revenir à ça. Là, tu parlais tout à l'heure
de personnes qui sont complètement addictes au sexe. Il y a une hyperactivité par rapport au sexe, par rapport à sa sexualité. Oui, absolument, parce qu'il y a un entraînement. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va très concrètement va souvent sur les sites porno et qui va se masturber au moins 10 fois par jour, il faudra aller encore plus sur les sites porno, s'abonner, télécharger, etc. C'est comme si c'est quelqu'un qui s'entraînait, qui se conditionnait, quoi. Et justement, pour couper court à ça, c'est comme, à la limite, je veux dire, un alcoolique, quoi. C'est exactement la même chose. Il y a un système récompense et bon, le fait d'être conditionné à ça, et la personne est complètement accro par rapport à ça. Et donc, là, on va parler tout à l'heure des thérapies, mais justement, il faudrait le déconditionner, le déprogrammer par rapport à ça. L'histoire de la panne sexuelle, c'est aussi de l'ordre aussi des performances. C'est-à-dire de plus en plus, parce qu'il y a l'environnement aussi nous y contraint quelque part. C'est-à-dire qu'on est dans une société de la performance. Si vous n'êtes pas performant en tout, vous perdez quelque part, et surtout pour l'homme, vous perdez votre virilité, quoi. Et alors, conditionné par ça, même à travers les publicités, même à travers les messages publicitaires, le commerce, etc. Tout est de l'ordre de la performance. Au travail, c'est de l'ordre de la performance. On vous demande d'être toujours performant, d'être à 100% toujours bien, toujours au top de sa santé, au top de sa forme. Et la sexualité n'en est pas étrangère. Elle est touchée complètement, elle est impactée par ça. Et on retrouve au lit, l'homme doit être vu comme quelqu'un de performant. Et pour lui, il se dit, je dois être performant. Et c'est encore de l'ordre du conditionnement, je veux dire. Oui, normalement. Un instant, j'ai pensé, ça y est, j'étais convaincu qu'il ne pouvait rien y avoir de mieux. J'aurais dû me méfier. T'en fais surtout pas, chérie. Ça peut arriver. Pas à moi. Louper une fille, ça c'est aussi moche que louper une pièce de théâtre. Mais ça veut dire quoi, cette connerie? J'en sais rien. Alors, première panne sexuelle chez un homme, surtout après quarantaine, vous serez surpris, c'est rien à voir avec le désir. Première panne sexuelle chez un homme après quarantaine, il faut aller voir, il faut faire check-up cardiaque. Ah. Oui, donc souvent c'est lié vraiment parce que c'est en fait vascularisation périphérique, donc c'est vraiment un lien avec l'état cardiovasculaire. Et souvent les pannes sexuelles, c'est même rien à voir avec le désir. Donc après, par exemple, si un patient vient me voir en disant j'arrive pas à bander, j'ai plus d'érection, j'ai plus de désir pour ma femme, je pose quand même la question si elle a une érection matinale le matin. Donc à métropole, souvent vers 4-5 heures du matin, et c'est bon, parfois un peu plus tôt, parce qu'on se lève déjà assez tôt. Donc il faut voir même dans son sommeil, est-ce que votre mari, madame, souvent elle me dit, mais comment je fais? Il dort, regardez sous le drap, mettez votre main, vous touchez-le, caressez, est-ce que vous voyez, même quand il dort, est-ce qu'il a une érection ou pas? Donc si une érection, c'est très bon signe. Si un homme de manière spontanée une érection le matin quand on se réveille, c'est très bon signe. C'est-à-dire que vraiment, après, on va réfléchir sur les problèmes psychologiques. Mais par contre, si un homme vient me voir en disant, oui, mais ça fait déjà plusieurs fois, ça m'a pas arrivé. Avant, effectivement, c'était tout dur, au moment de réveil, etc. Mais là, ça m'arrive plus. Je vais l'envoyer faire prise de sang, examen cardiologique, examen somatique général. Donc, il faut pas toujours penser que tout vient de problèmes psy. Ça peut être aussi votre corps qui vous lâche, en fait. Oui. Donc, parce qu'ici, on mange trop gras, beaucoup de graisses saturées, beaucoup de viande rouge, on boit d'alcool. En fait, c'est si on a donc comme cette personne qui nous dit que si mon partenaire n'a plus de libido, cela veut-il forcément dire qu'il me trompe? Alors, libido, c'est autre chose. Pansexuel, ça peut être quelque chose de épisodique, on va dire. Libido, c'est vraiment un terme beaucoup plus général qui vient de psychanalyse. Voilà. Et donc, libido, oui, parce que, donc, en fait, libido, manque de libido, ça se voit surtout. Ça m'arrive beaucoup plus négligé. Il se traîne un short et t-shirt sale. Il se lave pas. Il prend pas la douche. Parce que souvent, qu'est-ce qu'ils disent la femme? Mon mari, il se lave pas. Mon mari, ça sent mauvais.
j'ai pas envie même partager le lit avec lui parce qu'il transpire, ça fait 2-3 jours, on n'a pas pris le douche, il veut me faire l'amour, il veut m'embrasser, ça sent mauvaise haleine, donc elle n'a pas envie de faire l'amour avec lui. Moi, j'avais aussi une patiente qui disait, je pouvais plus dormir dans la même chambre que lui parce que je supportais plus son odeur, donc elle allait dormir dans le séjour. Oui. Donc effectivement, de quel désir on parle, c'est elle supporte pas même l'odeur de son mari. Ah oui, d'accord. Donc on est vraiment là sur là c'est un autre niveau. Et bien sûr aussi, comme c'est vraiment grand classique, comment la femme accueille cette première panse sexuelle. Quelle est la réaction de cette femme? Parce qu'avec un mot, on peut tuer. Hein. On peut tuer. Donc voilà, en fait, les façons comment elle va dire, comment elle va gérer cette première panse sexuelle. Parce qu'elle ne va pas infantiliser l'homme, justement. Infantiliser surtout les femmes qui disent « mon chaton, mon petit cœur, mon bébé ». Donc vous savez, quand même, l'homme, pour pénétrer une femme, il faut qu'il soit dominateur. Il domine une femme, il devient viril, il prend le petit chaton pour pénétrer une femme, c'est pas quelque chose qui excite. Voilà, donc vous réfléchissez aussi de temps en temps, vous dites mon petit trésor, mon bébé, mais pas au moment d'acte sexuel, quand un homme il doit quand même vous dominer. Oui. Et puis aussi, deuxième conseil que je donne souvent aux femmes, alors je vais me faire détester par les femmes qui castrent leur mari, les femmes qui veulent absolument montrer qu'ils sont plus intelligentes, qu'ils ont fait plus d'études, ils sont mieux payés, qu'ils sont plus cultivés, qu'ils savent tout, hein, même comment on position, je sais pas moi, la douche, comment on position la cuisine, les plaques, etc. Pareil, pour pénétrer une femme, madame, l'homme doit sentir supérieur quelque part à vous pour pouvoir vous pénétrer. Il faut qu'ils soient un conquérant, il faut qu'ils soient un dominant. Alors, s'il est complètement castré et écrasé, comment pénétrer une femme? Donc, première panse sexuelle aussi vient de petits mots que même la femme, parfois, elle oublie. Hein. Elle lance comme ça dans la cuisine le matin, au moment petit déjeuner, quelque chose qui les castre. Oui. Et après, l'homme, il dit, oui, mais j'ai plus de désir, il m'a dégoûté des femmes, il m'a complètement castré. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller tester sa capacité de séduction. Est-ce qu'il est capable d'avoir une action bandée ou pas avec quelqu'un d'autre? Oui. Et là, bien sûr, voilà, c'est un cercle vicieux. Absolument. Les aspects, bien sûr, médicaux sont à prendre en compte. Mais j'ai envie de dire que c'est toute une économie de la psychologie psychologique dans un couple, entre les deux partenaires. Je crois que ces aspects de domination, c'est un tel va essayer de dominer l'autre. C'est pas très bon pour la sexualité. Une sexualité épanouie, c'est que il faut avoir une capacité à être empathique, je veux dire, voilà, à comprendre l'autre et qu'il y ait un échange. Je suis pas complètement centré sur moi, je suis pas complètement centré sur mon désir, mais je suis aussi centré sur le désir de l'autre et mutuellement. C'est-à-dire cette capacité justement à s'épanouir dans la sexualité, tous les deux en même temps, quoi. Et c'est pas un rapport de force, je veux dire. Et dès qu'il y a un rapport de force, c'est sûr que le cerveau, parce que la sexualité c'est surtout une chimie du cerveau, je crois. Eh ben les deux cerveaux ne suivent pas, quoi. On revient tout à l'heure sur les idées reçues du trouble du désir sexuel juste après et vous pouvez... Donc on se retrouve 23h41 sur RCI, nous sommes sur la thématique comment surmonter les troubles du désir sexuel. Alors nous sommes en compagnie de nos deux invités, Marina Blum et Stéphane Hélène. Alors j'ai une question, une autre idée reçue, il faudrait se forcer à faire l'amour pour éveiller le désir ? Normalement, plus on fait l'amour, plus on a envie de faire l'amour. Moins on fait l'amour, moins on a envie de faire l'amour. L'appétit vient en mangeant. Voilà. Et puis, vous savez, par exemple, on observait vraiment le phénomène de synchronisation dans le couple. Au bout de quelques mois, quelques mêmes années, parfois dans certains couples de vie commune, les rapports sexuels sont raccourcis. Donc, durée moyenne, par exemple, en France, c'est 7-8 minutes, on passe à 4 minutes. Donc, ça veut dire que la telle synchronisation parfaite qu'on raccourcit le préliminaire, on jouit très vite et on s'endort. Et une autre idée reçue, dans les statistiques, le désir baisserait avec le temps ? Bien sûr, parce que c'est le principe des désirs. Tout ce par exemple, vous aimez les chocolats, mais si vous mangez chocolat 3 fois par jour, tous les jours, à un moment donné, vous voulez plus de chocolat. Okay. Donc, c'est le principe des désirs. On veut toujours quelque chose qu'on n'a pas. En fait, c'est l'humain qui aussi excite nos désirs.
Il y a aussi le fait de l'accouchement, justement, pour cette personne qui nous pose cette question par rapport au fait de l'accouchement. Les enfants, justement, seraient aussi les parents qui auraient tendance donc à mettre leurs enfants dans le lit, justement, alors que justement le fait d'avoir un enfant au milieu, faire dormir son enfant dans son lit c'est quand même un sujet qui peut... Oui, la sexualité du couple est reléguée au second plan, Voilà. parce que la mère devient mère, justement, à part entière, et elle oublie quelque peu qu'elle est encore une femme, ou le père rentre dans endosse une sorte de statut de père asexué, voilà, et on va s'occuper de la famille, des enfants, et donc il n'y a plus vraiment de vie du couple autour de la sexualité. Et c'est vrai que on a tendance ils ont tendance à l'oublier, quoi. Donc pas d'enfants dans le lit. Ah non, pas d'enfants dans le lit. Les enfants ont leur lit, ils peuvent venir comme ça, un peu jouer avec les parents comme ça, mais pas question qu'ils dorment avec les parents. Non, c'est hors de question. Bon, le phénomène côte de dos, quand même, c'est très très répandu dans le monde occidental aujourd'hui. Et c'est difficile à dire à toutes les mamans, plus mon bébé avec moi, surtout si on allaite. Parce que quand on allaite, c'est tellement pratique. Ton bébé qui te réveille toutes les 3 heures, tu donnes le sein, tu t'endors tout de suite. Parfois, on s'endort même quand on le tète. Et puis c'est aussi, n'oubliez pas que c'est un grand moment de plaisir. Donc les maris sont très jaloux, mais parce que vraiment, quand vous donnez le sein, au début, bien sûr qu'on a mal, mais au bout de quelques mois, vous commencez à prendre le plaisir et c'est excellent aussi, moment de détente et la communion avec votre enfant, etc. Mais c'est fonction du père de séparer bébé et maman. On parle de première phase de séparation, individuation aussi, pour que le bébé se rende compte qu'il fait plus de prolongation du corps de maman, qui sont vraiment deux êtres bien détachés. Et donc, c'est au père de faire cette fonction. Et deuxième répétition de cette phase, c'est au moment d'adolescence. C'est le père, quelque part, qui pousse aussi le bébé oiseau quitter le nid. Donc, c'est à lui aussi de stimuler pour faire partir, pour qu'il puisse partir ailleurs, créer une nouvelle vie, une nouvelle famille, etc. Et en fait, il y a cette phase aussi, quand l'enfant part, pour des couples qui ont eu justement des enfants, les enfants grandissent, donc les parents se retrouvent seuls face à eux-mêmes, avec souvent à la retraite ou autre. Là, on peut certainement voir aussi une nouvelle sexualité, puisqu'ils ont mis cette sexualité Absolument. en sommeil pendant les enfants. Alors on appelle ça, je crois que c'est les Américains qui appellent ça le syndrome du nid vide, hein, Marine. Tu veux en parler, de ce fameux syndrome du nid vide? Voilà, donc ce syndrome du nid vide, il était décrit pour la première fois en 1914 par une écrivaine américaine. Et en fait, il était oublié. Et puis, beaucoup de magazines de psychologie, américaines, vers des années 70, ils ont sorti ce terme et c'était très, très popularisé. Donc, en fait, syndrome du nid vide, c'est un état dépressif que la femme va éprouver au moment que le dernier de ses enfants va quitter le nid. Mais ça peut exister chez les hommes aussi. Les hommes aussi peuvent vivre ça, surtout quand je l'ai marqué, c'est surtout quand les filles partent. Parce qu'on a une relation très particulière, nous, avec les garçons, et papa avec leurs filles. Voilà, donc en fait, c'est quelque chose qui peut être très touchant. Donc bien sûr que c'est le couple oublié, et comme je dis surtout, n'appelez pas votre femme maman. Maman a dit, maman, est-ce que tu veux du café? Elle a prénom, votre maman. Voilà, on ne devient plus ni mari ni femme, on devient maman et papa. Donc bien sûr que quand papa et maman, ils restent tous les deux, ils ont en rapport. Oui. Souvent, ils oublient même qu'ils faisaient l'amour. Souvent, les gens, ils me disent, mais c'est comme ma sœur, c'est comme mon frère, ou c'est mes amis. En fait, nous sommes des amis. Et ils ne soient plus du tout comme maman. Mais n'oubliez pas que quand je parle de l'amour qui dure, je dis toujours qu'il y a 3 composants, 3 A qui doivent exister. Amitié solide, donc vraiment c'est ma meilleure amie, c'est à elle que j'ai envie de raconter toute ma journée, même la nuit, comment je dormis, mes rêves, etc. Donc l'amitié, c'est dans bon terme. Souvent les gens me disent oui, mais c'est mon amante, c'est pas mon amie. Oui, mais dans le sens d'attachement, complicité, c'est la meilleure confidente. Deuxième A, c'est l'admiration. Il faut conserver l'admiration au bout de premiers jours, semaines de relations amoureuses. Il faut vraiment garder ce respect, admiration pour l'autre pendant 20 ans, 30 ans. Mais troisième A est très important, c'est l'attirance physique ou sexuelle. Donc bien sûr que le couple peut vivre sans le sexe, ça existe, mais le couple est beaucoup plus fragile. Oui. Absolument, et toujours surprendre l'autre. Je veux pas,
Ça peut être peut-être excessif chez cet écrivain qui s'appelle Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, c'est un écrivain qui a écrit Le Zèbre. Et Le Zèbre, c'était un personnage comme ça qui voulait toujours surprendre sa femme parce qu'il voulait pas tomber dans les routines, quoi. Et donc, tous les jours, il avait une idée, cogitait une idée, comment je vais la surprendre, comment je vais réveiller comme ça le désir chez elle, etc. Il faut que je trouve tous les jours de la semaine quelque chose de nouveau. Bon, il ne s'agit pas d'être aussi excessif, c'est tomber dans un autre extrême. Mais toujours, je crois que pour cultiver le désir, il faut surprendre quand même de temps en temps pour éviter ces routines, surprendre l'autre. Alors ça peut être très concret. Bon, si on n'a pas l'habitude d'aller dans un super restaurant ou on peut prendre une chambre d'hôtel, bon voilà, partir comme ça, inventer, avoir des idées, varier justement absolument. La manière de faire. Absolument. Voilà. Alors, est-ce que existe-t-il des médicaments ou des aliments aphrodisiaques qui stimulent ou qui stimulent la libido ou qui pousseraient est-ce qu'il existe des choses aujourd'hui Il y a beaucoup de médicaments qui peuvent baisser le libido, neuroleptiques, des antidépresseurs, psychotropes et pas que ça, les corticoïdes, etc. Il y a beaucoup de médicaments qui peuvent en fait le chemin du désir. Donc on appelle ça de perte de plaisir d'origine hétérogène, c'est-à-dire qui est induit par le traitement. Et, il existe aussi bien sûr que des médicaments, des plantes médicinales, des légumes, les fruits, l'alcool, crustacés, le vent, qui augmentent les libido, qui montent le plaisir, mais aussi il existe des éléments qui baissent le plaisir. Alors à l'Académie du bien-être, on anime un atelier qui s'appelle la nutrition et sexualité, où vraiment on explique plusieurs plantes, surtout des épices ici. Qu'est-ce que madame vous devez mettre pour augmenter le désir chez votre mari, ou surtout enlever parce qu'il est trop chaud votre mari et vous n'arrivez pas à le combler, et dès qu'il n'est pas là il dit elle est chez l'autre, etc. Donc peut-être il faut aller voir votre alimentation à la maison pour qu'il soit un peu moins chaud. Donc on fait des ateliers sur ce sujet-là et venez nous voir, on va vous expliquer tout ça. Quels sont les différents types de psychothérapie qu'on peut prendre pour retrouver du plaisir, Stéphane? Alors, c'est sûr que les psychothérapies qui sont adaptées justement au problème de sexualité, de libido, c'est vraiment les TCC. Alors, qu'est-ce que c'est ce mot bizarre, TCC? Ce sont les thérapies comportementales et cognitives. Et en fait, ce sont des thérapies brèves. C'est-à-dire que si la personne a un problème, on va lui donner un certain nombre de séances, on va lui dire, je sais pas moi, 10 séances, 20 séances, votre problème sera réglé, monsieur ou madame. Donc ce sont pas des thérapie, comme on dit, d'inspiration psychanalytique. En psychanalyse, on sait quand on rentre, mais on sait pas quand on sort. Je veux dire, non, je suis un peu extrême là-dessus, mais je veux dire que les thérapies brèves sont vraiment, très efficaces par rapport aux problèmes de libido et aux problèmes de sexualité, quoi. D'accord. Un dernier conseil pour surmonter les problèmes du trouble du désir, Marina? Déjà d'aller consulter peut-être un médecin, vérifier s'il n'a pas de problème au niveau de santé. C'est très important. Parfois, on peut avoir problème au niveau thyroïde, on peut avoir problème au niveau hormonal. Et voilà, bonne consultation gynéco pour une femme, un bon check-up aussi pour un homme. Si on trouve aucune cause organique, pas de raison organique, là, on va consulter un psy. Une psy. Voilà. Choisissez quelqu'un à qui vraiment vous avez confiance, avec qui vous allez partager vos jardins secrets, peut-être vos fantasmes, etc. Parce qu'on peut vous donner conseil aussi, parce que les hommes, surtout les plus fréquents fantasmes chez les hommes, c'est sexe à 3. Donc il faut pas toujours réaliser tous vos fantasmes, parce qu'après on sait pas les gérer, voilà. Parce qu'après on a de gros problèmes aussi qui viennent. Donc on est là parfois à expliquer pour et contre, les avantages et des inconvénients, mais aussi vous rappeler que le sexe, c'est un moment plaisir, mais c'est un grand moment de stress. Et normalement, on pense que par rapport à la fréquence cardiaque et poussée de tension artérielle, par exemple, sexe banal, ça veut dire qu'avec la même femme, dans le même contexte, dans la même situation, dans la même position, donc quelque chose qui est très rassurant, c'est équivalent comme si vous courez, vous montez un courant 2e étage, mais avec dans une situation inhabituelle avec un autre partenaire que vous connaissez pas bien, dans un contexte un peu différent, c'est équivalent que vous montez un courant 3e étage. Donc soyez surtout en bonne santé,
bonne situation en fait de fréquence cardiaque, poussée artérielle, etc. Il y a aussi la question du dialogue aussi pour pouvoir aussi parler, parce que la communication est très importante aussi entre deux personnes, comme vous parlez tout à l'heure de femmes castratrices. Donc tout est une question aussi de dialogue et de communication. Et surtout, les femmes, ne vous vengez pas, ne punissez pas vos maris par le sexe. C'est pas une bonne méthode. Voilà. Merci. Absolument. Merci. Simplement aussi la confiance par rapport au psychothérapeute. C'est vrai que tous les sujets qui touchent à la sexualité, bon, c'est un peu tabou, on a du mal à parler, mais quand on trouve un bon psychothérapeute où on peut lui faire confiance, et voilà, j'invite les gens à consulter vraiment les professionnels par rapport à ça, quoi. D'accord, merci en tout cas, merci Marina, merci Stéphane Hélène. Donc vous êtes psychologue clinicien, je Absolument. répète, docteur en philosophie et coach à l'Académie du bien-être. Merci à Marina Blum aussi, médecin psychiatre, psychothérapeute et coach à l'Académie du bien-être. Donc je répète le numéro de l'Académie du bien-être qui se trouve donc 5 bis rue d'Alexandre Isaac à Pointe-à-Pitre. Le téléphone est le 06 90 07 09 29. Vous voulez en dire quelque chose, Marina? Donc nous faisons des entretiens individuels, en faisant aussi des entretiens du couple. Parfois, on peut juste conseiller un couple ou de manière individuelle, ça reste confidentiel. Parfois, le couple peut rentrer dans le séance du coaching. Alors, coaching, c'est quoi? On s'inspire beaucoup de thérapies brèves. En fait, on garantit les résultats quand même au bout de quelques séances. Et puis, on anime aussi des ateliers. Alors, les ateliers, c'est complètement autre chose. Ça veut dire qu'on essaie de former groupe un peu le même âge, le même niveau social, culturel. Et c'est vrai que dans les groupes, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de cas pratiques et beaucoup de confidences qui sont lâchées. Et c'est très intéressant parce que ça permet de dédramatiser le problème que vous vivez. Parce que vous voyez que chez l'autre, c'est pire, en fait. Donc, tout ce que moi je vis, c'est pas si grave que ça. Et puis, parfois, je m'étais parce que c'est des patients qui deviennent des vrais thérapeutes. Et en fait, je regarde juste avec beaucoup d'émerveillement et c'est quelque chose de complètement magique, tout ce qui se passe dans les groupes. Et c'est vraiment des moments uniques. Ah oui. Ah oui. En tout cas, merci Stéphane Hélène, merci Marie.